Un ordre brutal trancha le silence, je t'avais dit de ne pas l'appeler, tu m'entends? Les mots brisèrent le silence de marbre du hall Langston comme un couteau dans la soie. Derek Langston s'arrêta à mi-chemin, le claquement de ses semelles de cuir étouffé par la réprimande résonnante. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les imposants rideaux, dessinant des rayures dorées sur le sol ciré. D'une main, il serrait un ours en peluche italien artisanal, le cadeau qu'il avait offert à sa fille B. L'espace d'un instant, un doux sourire étira ses lèvres. Mais ce sourire disparut au son d'un cri authentique et fragile. Il laissa tomber sa valise sans hésiter et monta précipitamment l'escalier majestueux, chaque pas résonnant dans le couloir silencieux. Il ne l'appela pas par son nom, il suivit simplement le murmure entrecoupé, « Je voulais juste appeler papa ». À la porte, il la poussa et trouva Maya recroquevillée au bord de son lit, les genoux serrés contre sa poitrine, les cheveux humides de larmes. Dans ses petites mains, un lapin en peluche abîmé. Janet, la gouvernante depuis près de 20 ans, se penchait sur elle, les bras croisés, le regard plein de fureur. « Tu n'as rien à faire ici, tu le sais », cracha-t-elle. « Ce n'est pas un endroit pour des enfants comme toi. Les enfants noirs ne vivent pas dans des maisons comme celle-ci, à moins qu'ils ne fassent le ménage. » Maya gémit tandis que Janet se rapprochait d'elle. « Tu te prends pour sa fille? Il ne t'aime pas. Tu n'es qu'une charité pour le faire paraître noble. » Le temps s'arrêta pour Derek. Puis il s'avança, la voix calme mais tranchante comme un rasoir, « Elle m'a crié dessus. » Le visage de Janet se vida. « J'essayais juste de la discipliner, » balbutia-t-elle, mais ses yeux ne quittèrent pas les siens. « Cet enfant est ma fille. » Il traversa la pièce en 2 enjambées et s'agenouilla près de Maya, la serrant dans ses bras. Elle s'accrocha à lui comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Papa est là », murmura-t-il d'une voix douce contre ses larmes. Il ne prit pas la peine d'élever la voix. « Quitte cette maison maintenant. » Devant les protestations de Janet, il appuya sur l'interphone, « Travis, escorte Janet hors de la propriété immédiatement. » Sans poser de questions. En quelques secondes, ses pas s'éloignant résonnèrent dans le couloir, puis le silence. Derek serra Maya contre lui, son corps tremblant contre sa poitrine. « Je ne voulais pas la mettre en colère », murmura-t-elle. « Elle a dit que je n'étais pas à ma place, que tu me renverrais. » Il regarda autour de lui aux peluches, meubles design, livres alignés du sol au plafond mais rien ne l'avait protégé. « Maya, dit-il, je t'ai choisi. Je ne t'ai pas adoptée pour une séance photo. Je t'ai adoptée parce que tu es ma fille. Personne ne peut te dire le contraire. » Maya hocha à peine la tête. Plus tard, bien après le coucher du soleil, Derek resta assis en silence près de son lit, écoutant sa respiration régulière. La justice ne viendrait pas du silence, il commençait à le comprendre. Toute la nuit, il resta éveillé, murmurant, « Tu es en sécurité, ma puce. Papa est là. » À l'aube, les articulations douloureuses et les yeux injectés de sang, il se leva enfin. Maya était allongée près de son ours en peluche, respirant doucement. Dans la cuisine silencieuse en contrebas, il cassait des œufs et du bacon de dinde, tandis que le café coulait à flot à ses côtés, des mouvements appris par la mémoire musculaire, mais chargés d'un nouveau but. « Bonjour, papa », dit Maya en entrant dans la pièce. Elle serrait l'ours italien contre elle et grimpait sur un tabouret. Après quelques bouchées, elle demanda, « Est-elle partie ?» « Oui », répondit-il. « Janet ne reviendra pas », les lèvres de Maya tremblèrent. « Cette maison ne veut pas de gens comme moi. » Il s'agenouilla et leva les yeux vers elle. « Cette maison t'appartient autant qu'à moi. Ta peau, tes boucles, ta voix, tout ce qui te concerne appartient ici. Tu n'es pas une invitée. Tu fais partie de la famille. » Cet après-midi-là, il était assis avec son assistante dans son bureau. « Elle a maltraité psychologiquement ma fille », dit Derek. « C'est fini pour elle. Gérez son indemnité de départ, pas de presse, pas de drame et obtenez-moi les dossiers complets du personnel des 6 derniers mois. » Marcus griffonna des notes. « Tu crois que c'était une habitude ?» La voix de Derek s'adoucit. « Je crois que j'ai été aveugle. » Ce soir-là, il annula tous les rendez-vous et alla chercher Maya lui-même à l'école. Sur le chemin du retour, ils partagèrent une glace au tourbillon de chocolat avec vermicelle arc-en-ciel pour elle, vanille pour lui, tandis qu'elle discutait de peinture au doigt en cours d'art plastique. Lorsqu'elle lui demanda s'il devait repartir bientôt, il lui serra la main. Pas avant un moment. Plus tard, alors qu'il l'abordait, elle murmura, « Et les autres ?
Derek s'assit au bord de son lit. Je ne sais pas, mais je vais me renseigner. Je ne laisserai plus personne être méchant. Promis. Son sourire était ensommeillé, mais sincère. De retour dans son bureau, il se servit du bourbon et fixa une photo, le jour où il avait ramené Maya à la maison, ses bras de 5 ans autour de son cou. Il murmura, pas encore. Il posa la photo, prit son téléphone et appela son chef de sécurité. Ben, fais une fouille interne, tout le monde, passé et présent. J'ai besoin de savoir qui est ici pour les bonnes raisons. À mesure que la nuit tombait, le silence prenait un sens nouveau. Cette fois, sa présence parlerait plus fort que les paroles de n'importe quelle gouvernante. C'était le souffle avant le jugement. Dererick se tenait à la fenêtre de son bureau, les mains croisées derrière le dos, regardant le soleil étirer ses doigts sur le jardin. Le rire de Maya montait du jardin, où elle chassait des bulles aux reflets arc-en-ciel dans l'air matinal. Il l'observa un long moment, le rythme de sa joie à la fois apaisant et le rendant humble. Quelques jours plus tôt, cette même enfant avait tremblé sous un torrent de haine dans sa propre chambre. Son téléphone vibra sur le bureau derrière lui un message de Ben, enquête de sécurité terminée, 3 membres du personnel signalés, rapport et vidéo joints. Dererick ouvrit le dossier et sentit sa mâchoire se serrer en lisant des trahisons subtiles, un employé qui avait appelé Maya, la chienne rescapée, un autre qui avait redirigé des cadeaux d'anniversaire qui lui étaient destinés vers la pile des dons généraux, un troisième qui avait, perdu, ses dessins scolaires à 2 reprises. Aucune de ces infractions n'était suffisamment grave pour justifier des poursuites judiciaires, mais au cœur d'un enfant, c'étaient des blessures. Dererick sentit une flamme de fureur sourde et constante s'enflammer. Cette pourriture s'était développée silencieusement, cachée comme de la moisissure dans les murs, jusqu'à ce que les dégâts soient profonds. Il ne convoqua pas de réunion ni ne fit de scène. Au lieu de cela, il écrivit 3 lettres personnelles, directes, fermes, mais mesurées, informant chaque bénéficiaire que ses services n'étaient plus requis, accompagnées d'une indemnité de départ complète. Il les remit à Marcus sans cérémonie. Livrez-les avant midi, dit-il, et escortez-les hors du terrain. Marcus hocha la tête. Et des remplaçants, répondit Dererick. J'examinerai moi-même les nouvelles candidatures. Nous n'avons pas seulement besoin d'employés, nous avons besoin de tuteurs. Cet après-midi-là, il alla chercher Maya à l'école. Elle grimpa sur la banquette arrière, serrant contre elle une couronne en papier emmêlé. Je suis la reine Ma aujourd'hui, déclara-t-elle avec un sourire. Dererick sourit dans le rétroviseur. Votre Majesté, où allez-vous? À la maison, s'il vous plaît, rigolait-elle. Ils discutèrent sur le chemin du retour, sans émotion. Dererick évita soigneusement de mentionner Janet ou le personnel. Il voulait que les journées de Maya soient remplies d'émerveillement, et non des conséquences d'erreurs d'adultes. Après le dîner, Maya lui demanda de dessiner dans son bureau pendant qu'il travaillait. Il l'installa à la table basse près de la fenêtre et la regarda fredonner, ses petits pieds se balançant sous sa chaise. À un moment, elle leva les yeux et demanda, « Papa, tu en avais un ?» Dererick marqua une pause, un stylo à la main. « Non, dit-il doucement, pas un qui soit resté. »« Alors comment sais-tu en être un ?» Sa question le fit se retourner et sourire doucement. « Parce que je sais ce que ça fait de ne pas en avoir. » Elle cligna des yeux, hocha la tête une fois, puis reprit son coloriage. Plus tard dans la nuit, une fois Maya endormie, Dererick parcourut la maison et remarqua des choses qu'il n'avait pas vues depuis des années, une photo décolorée d'une poignée de main avec un sénateur, un prix filante. Repique poussiéreux, une vitrine à trophées, aucune trace de l'œuvre de Maya, aucun dessin encadré, aucun diplôme de maternelle. Comment avait-il pu passer à côté de ça? Cette maison avait été construite pour impressionner, pas pour garder des souvenirs. Il mit de côté un cadre vidé, le lendemain, appela un décorateur. Je veux refaire la maison, pas la charpente, juste l'âme. Des photos de famille, ses œuvres, des couleurs douces, des choses qui rappellent la maison. Le décorateur, après un moment de confusion, hocha la tête avec un sourire doux, quand on aura fini, on aura l'impression qu'elle a toujours vécu ici. La transformation commença lentement, pièce par pièce. Maya s'en aperçut en quelques jours. Tu as accroché mon tableau, demanda-t-elle, émerveillée par l'aquarelle en désordre au-dessus de la cheminée. C'est un chef-d'œuvre, dit Dererick. À la fin de la semaine, il y avait des jouets dans le salon, un coin lecture dans un coin et son nom gravé sur une toise en bois près du garde-manger. Cette maison a l'air différente, murmura Maya un soir. Elle te rattrape, répondit-il.
Les maisons ont-elles un cœur, songea-t-elle. Seulement quand elles sont habitées par les bonnes personnes, répondit-il. Elle sourit et grimpa sur ses genoux. Puis vint le mercredi pluvieux où Doric trouva quelque chose d'étrange sous l'oreiller de Maya, une liste froissée qu'elle avait écrite au marqueur violet. Les choses que je ne dois pas faire. 1. Parler trop fort. 2. Toucher les murs. 3. Poser trop de questions. 4. Mange le dernier biscuit. 5. Appelle papa quand il est absent. 6. Pleurer. En dessous, en plus petit caractère, si je les enfreins, elle pourrait revenir et papa pourrait partir. Son souffle s'arrêta. Quand Maya revint de se brosser les dents et le vit tenir la liste, elle se figea. Tu n'étais pas censé trouver ça. Où as-tu appris ces règles, demanda-t-il doucement. Elle se tordit les mains. Elle me les faisait répéter tous les jours avant l'école. Doric s'agenouilla près d'elle et posa le papier sur la table de nuit. Ma chérie, aucune de ces règles n'est réelle. Tu n'as pas à les porter. Mais je ne veux pas qu'elles reviennent, ni que tu partes, murmura Maya. Sa voix se brisa, je ne te quitterai jamais, jamais. Tu es ma fille. Tu n'as pas à mériter cet amour. Cette nuit-là, Doric resta éveillé, les yeux rivés sur la liste. Le lendemain matin, il appela Marcus. J'ai besoin d'un thérapeute à domicile, quelqu'un en qui Maya puisse avoir confiance, qui comprenne ce que signifie grandir en tant que noir dans un monde qui ne vous reconnaît pas toujours. À la fin de la semaine, le docteur Lucille Harper, une psychologue pour enfants retraitée du département des anciens combattants, aux dreadlocks argentés et à la voix douce comme une couverture, était sur le porche de leur cuisine, proposant du thé et des biscuits au lieu de bloc-notes. Maya éclata de rire d'un vrai rire pour la première fois depuis des semaines. Au cours des séances suivantes, Maya a dessiné un lionceau à côté d'un homme en costume. C'est moi, a-t-elle dit. Et papa? C'est celui qui a les grandes mains. Lorsque le docteur Harper l'a interrogé sur l'expression du lion, Maya a répondu, il a l'air effrayé, mais il est fort quand même. Après une séance en soirée, Doric a avoué au docteur Harper qu'il se sentait coupable et a compris que s'il ne le nommait pas, Maya penserait qu'elle en était la cause. Bientôt, Doric découvrit une boîte cachée dans le placard du couloir, les dessins abandonnés de Maya, son bracelet de perles, une carte sur laquelle était écrit « À papa de la part de Maya, je t'aime même quand tu n'es plus là », et un mot de Janet qui qualifiait tout cela de déchet. Sa poitrine se serra en posant chaque pièce sur son bureau, des miettes de l'amour d'un enfant qu'il ignorait. Il ordonna une vérification complète des images de sécurité pour déceler les interruptions pendant les gardes de Janet, découvrant des coupures répétées de la caméra juste après l'école. C'était calculé, isolant Maya dans le silence. Alimenté par une colère justifiée, Doric appela de nouveau Ben. Je veux un consultant en protection de l'enfance, quelqu'un pour évaluer l'impact à long terme. Ce soir-là, il s'assit à côté de Maya tandis qu'elle assemblait un puzzle. Janet t'a-t-elle déjà dit de ne rien me dire, demanda-t-il. Elle hocha la tête. Elle a dit que si je parlais, je ruinerais ton travail et que tu devrais licencier des gens, et que ce serait de ma faute. Il lui caressa les cheveux. Rien de ce que tu dis ne pourrait me ruiner. Maya leva les yeux. Même si j'enfreins une règle, cacher ma douleur ne devrait pas en faire partie. Ça n'aurait jamais dû arriver, murmura-t-il. Le lendemain matin, devant le conseil d'administration de la Fondation Langston, Doric a lancé Safe Voices, une subvention nationale destinée à soutenir les conseillers scolaires, les centres de protection de l'enfance et les systèmes de signalement anonyme des enfants placés en famille d'accueil. Il ne s'agit pas seulement de ma fille, leur a-t-il dit. C'est pour chaque enfant qui murmure à l'oreille en pensant que personne ne l'entendra. Un léger applaudissement a retenti. De retour chez elle, Maya enfila des perles rouges pour le courage, bleues pour le calme, jaunes pour les dimanches, les jours où elle se sentait en sécurité ou pour confectionner un bracelet pour le docteur Harper. Lorsqu'elle demanda si les gens pouvaient vraiment changer, Doric admit, je crois que je change encore. Chaque fois que tu me fais confiance, je change un peu plus. Elle sourit et glissa le bracelet terminé dans une pochette en velours. Puis-je venir avec toi demain, demanda-t-elle. Il est peut-être temps que je t'écoute aussi, répondit-il. Ensemble, ils entrèrent dans l'espace chaleureux et accueillant du docteur Harper, la maison d'artisan avec ses carillons et ses livres d'images. Maya lui offrit son cadeau. Il est magnifique, dit le docteur Harper. Et quand le docteur Harper lui demanda, Y a-t-il quelque chose que tu aimerais que ton père sache? Maya murmura, j'aimerais qu'il sache combien de fois j'ai failli dire quelque chose,
mais je pensais que ça l'inquiéterait. Derrick sentit la vérité s'installer au plus profond de lui, il porterait ses fardeaux, alors elle ne les porterait jamais seule. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, Derrick brûla la liste violette de Maya sur la terrasse. Elle regarda les cendres se disperser au vent, puis glissa sa main dans la sienne. L'air était frais, mais ses doigts étaient chauds. Dans ce silence, il comprit que ce n'était pas seulement un nouveau départ pour sa fille de 8 ans, mais aussi pour lui. Non pas comme sauveur, ni comme PDG, mais comme père et enfin, il apprenait à en être un. La pluie claquait sur le pare-brise comme un métronome lent et régulier. Il n'était pas allé chercher Maya en milieu de semaine depuis des mois, non pas par manque de volonté, mais parce que la fondation et l'entreprise lui prenaient chaque heure libre. Mais tout avait changé. Il avait changé. Il avait créé ce moment comme s'il était sacré, car pour lui, il l'était. Il sortit sous la bruine, parapluie à la main, et traversa le trottoir glissant juste au moment où les portes à 2 battants s'ouvraient. Un élan de rire, le cliquetis des sacs à dos et le grincement des baskets se répandirent dans l'air. Les enfants se déversèrent comme des confettis, certains se précipitant dans les bras des autres, d'autres bondissant vers les bus scolaires jaunes. Et puis il la vit. Le visage de Maya s'illumina comme un lever de soleil dès qu'elle le vit. « Papa » cria-t-elle, ses boucles s'agitant follement tandis qu'elle courait. Son imperméable violet flottait derrière elle comme un étendard de pure joie. Il s'agenouilla et ouvrit les bras. Elle se jeta contre son torse, humide, chaude et débordante d'excitation. Il la souleva sans effort, sa petite silhouette se serrant contre lui comme une pièce manquante. « Devinez quoi » demanda-t-elle d'une voix enjouée. Tandis qu'il la portait vers la voiture, elle continua à jacasser, « Madame Adams m'a choisi pour lire les annonces la semaine prochaine. » Dit Derek, un sourire éclatant sur son visage tandis qu'il l'attachait. « C'est incroyable, ma puce. Tu vas dire à toute l'école ce qu'il y a au déjeuner? Pizza et compote de pommes ?» Elle rigola. « Je dirai peut-être quelque chose de sympa à la fin, comme « Sois gentil ou tais-toi. » C'est une très bonne devise, la taquina-t-il, et elle hocha la tête, rayonnante de fierté. Sur le chemin du retour, Maya fredonnait la radio en tambourinant des doigts sur la coudoir. Derek jetait des coups d'œil furtifs à son reflet dans le rétroviseur. En quelques mois, tout avait changé. Les cernes sous ses yeux s'étaient estompées. Ses épaules ne se courbaient plus comme si elle voulait disparaître. Elle était épanouie. Ce soir-là, au dîner, Derek lui servit des spaghettis fumant dans son assiette. « Dis donc, ma puce, dit-il d'une voix douce. Ça te dirait d'inviter des amis le week-end prochain? Une petite réunion dans le jardin, juste pour s'amuser et jouer. Et peut-être une soirée cinéma. » Les yeux de Maya s'écarquillèrent. « Chez nous? » « Bien sûr, répondit-il. Il y aura des guirlandes lumineuses dans les arbres, des collations, et tu pourras leur montrer ta balançoire. » Elle hésita, puis murmura, « Puis-je inviter Amani et Kevin? » Tu peux inviter qui tu veux, lui assura Derek. Un sourire illumina lentement son visage. Même Madame Tchou, du cours d'art plastique? Même Madame Tchou, dit-il en riant. À partir de là, l'idée a fait son chemin. Maya a pris du papier et des feutres et a commencé à dessiner des invitations, chacune ornée d'une version dessinée de leur maison, surmontée de minuscules étoiles scintillantes. Derek observait depuis la porte de la cuisine, une chaleur lui enveloppant la poitrine. Ce n'était pas seulement une fête. C'était une déclaration, Maya était prête à accueillir à nouveau des gens dans son monde. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de planification. Derek engagea une petite équipe de traiteurs. Marcus coordonna l'éclairage. Travis, responsable de la sécurité, inspecta le jardin et installa des détecteurs de présence supplémentaires, par mesure de sécurité. Maya, quant à elle, bouillonnait d'excitation, elle disposait des ballons à ses endroits préférés et concoctait une playlist de chansons à chanter en voiture. Derek la laissa prendre les rênes. Ce n'était pas une question de perfection. C'était une question de pouvoir, de joie. Quand le samedi arriva enfin, le jardin s'illuminait sous les douces guirlandes lumineuses suspendues aux chênes. Un projecteur était prêt contre le mur du fond. Des poufs et des couvertures de pique-nique parsemaient la pelouse. Un parfum de pop-corn, de mini hot dogs et de limonade fraîche flottait dans l'air chaud et printanier. Les invités arrivèrent ensuite à capuches colorées, les enfants serrant des tupperwares remplis de friandises, les parents discutant en veste en jean, les professeurs saluant de la main. La première fois que Maya présenta Derek comme son père ce soir-là,
il perçut une voix tremblante, un tremblement vite apaisé par un sourire courageux. Il comprenait. Dire son amour à voix haute semblait encore parfois risqué. Mais à chaque « papa », l'emprise du passé se relâchait. Au milieu du film, Maya grimpa sur les genoux de Derek, assise sur un pouf géant, et s'adossa contre son torse. « Tu ne travailles pas ce soir » murmura-t-elle. « Non. Tu ne vas nulle part demain. Rien que des crêpes et des dessins animés, promit-il. » Elle sourit sans lever les yeux. « C'est la plus belle soirée de ma vie. » Derek l'embrassa sur le haut de la tête. « Moi aussi. » Tandis que le film défilait et que les étoiles scintillaient au-dessus de sa tête, il observa la cour où les rires fusaient dans l'air, la vie et la lumière rayonnaient tout autour. Ce n'était pas seulement une guérison. C'était une plénitude. Et pour la première fois depuis longtemps, Derek Langston savait exactement qui il était. Ni le PDG. Ni le donateur. Ni le modèle de réussite. Il était le père de Maya, et c'était le titre le plus important qu'il aurait jamais. Le dimanche matin, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux en lin de leur coin repas. Derek se tenait devant la cuisinière, retournant des crêpes, tandis que Maya, assise en tailleur sur le comptoir, fredonnait une chanson inventée. Ses cheveux étaient encore un peu en bataille à cause du sommeil, et elle portait son sweat à capuche oversize de la Fondation Langston, dont les manches glissaient sur ses petites mains. « Les crêpes sont-elles meilleures le dimanche » demanda-t-elle en reniflant l'air de façon théâtrale. « Seulement si tu fais la danse du sirop » répondit Derek en glissant un flapjack doré dans son assiette. Maya gloussa. « C'est quoi, la danse du sirop » Il haussa les épaules d'un air enjoué. « Il faudra que tu en inventes une. » Sur ce, elle sauta du comptoir et improvisa un pas traînant sur le carrelage, terminant par des mains de jazz exubérantes. « Ça valait bien une récompense » déclara Derek en lui tendant l'assiette. Ils s'installèrent près de la fenêtre, le chant des oiseaux se mêlant au doux tintement des fourchettes dans les assiettes. La paix semblait réelle, profonde, méritée. En début d'après-midi, le silence fut rompu par un appel de Marcus. Derek s'excusa et entra dans son bureau. Marcus lui envoya un lien. Quand Derek cliqua dessus, une vidéo se déclencha, un public de podcast d'une petite ville, filmé par une caméra tremblante. Le titre lui fit mal au cœur, la vérité derrière l'image adoptée de Derek Langston. Une photo floue de lui et Maya marchant main dans la main apparut à l'écran. L'animatrice, une femme à la voix rauque et au sourire cynique, s'exprima par-dessus l'image. « Vous savez ce qui est triste ? Quand des milliardaires adoptent des enfants juste pour leur image. Par sympathie pour les relations publiques. Une petite fille installée dans un manoir qui ne lui appartient pas, élevée par un homme qui n'a jamais expliqué ses véritables motivations. » Derek ferma son ordinateur portable, la mâchoire serrée, non pas à cause de l'insulte qu'il lui faisait, mais à cause de la suggestion que Maya était un accessoire. Il rappela Marcus. « On sait qui est derrière tout ça. »« Je m'appelle Leia Brené » a dit Marcus. « C'est une podcasteuse choc d'extrême droite qui cherche à attiser la controverse. Elle n'a pas encore beaucoup circulé, juste quelques partages marginaux. »« Je ne réponds pas avec des avocats » dit Derek en regardant la balançoire du jardin se balancer doucement au vent. « Alors comment ? Je vais y répondre à ma façon. » Il retourna dans la cuisine, où Maya coloriait sur un set de table. « Ma chérie, dit-il doucement, veux-tu m'aider à raconter notre histoire ? Juste nous deux, une petite vidéo, pour parler de ce qui fait la réalité de notre famille. » Ses yeux clignaient comme un personnage de conte de fées. « Est-ce que je pourrais choisir ce que je vais porter ? » Absolument. 2 jours plus tard, ils invitèrent une petite équipe de production de confiance à filmer dans leur salon. Rien de spécial, juste une caméra, une lumière et un micro. Maya portait son t-shirt, « Je suis le patron », et Derek avait choisi sa plus vieille chemise en flanelle et son jean. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé, Maya balançant ses pieds. La douce question du réalisateur, « Qu'est-ce que vous aimez le plus l'un chez l'autre ?» Maya a commencé, « J'aime que mon père m'écoute toujours, même quand je parle trop, et qu'il sente le café et la sécurité. » Derek déglutit, puis sourit. « J'aime que Maya me rappelle qui je suis et qu'elle soit plus courageuse que des gens 2 fois plus grands qu'elle. » La vidéo était simple, pas de musique, pas d'image, juste la vérité. Ils l'ont publiée discrètement sur la page de la Fondation Langston. À la tombée de la nuit, elle comptait 200 000 vues. Au matin, plus d'1 million de commentaires ont afflué de tout le pays, ça m'a fait pleurer.
Merci de montrer à quoi ressemble l'amour. Je suis depuis l'Ohio et je tiens à dire que cet enfant est béni, tout comme son père. Étant moi-même famille d'accueil, cela me donne de l'espoir. Un commentaire en particulier a marqué Derek. J'habite à 3 pâtés de maison de chez toi. Je ne connaissais pas ton histoire. Maintenant, je la connais. Si Maya veut un jour jouer avec ma fille, nous en serions honorés. Il le montra à Maya, et son visage s'illumina d'un sourire timide et reconnaissant. Cet après-midi-là, Maya et sa nouvelle amie Camilla décorèrent l'allée de dessin à la craie arc-en-ciel, cœurs et bonhommes allumettes se tenant la main tandis que Derek les observait depuis le porche, un café à la main, le cœur gonflé de fierté. Ce soir-là, le docteur Harper est passé. Elle est radieuse, a-t-elle dit, tandis que Maya rentrait précipitamment chercher du jus. Se tournant vers Derek, elle lui a demandé, « Et vous, comment tenez-vous le coup ?» Il laissa échapper un long soupir. « Je m'attendais à une réaction négative, » admit-il, « mais l'amour m'a pris au dépourvu. » Le docteur Harper hocha la tête avec sagesse. « C'est ça, la vérité. Elle ne rugit pas toujours. Parfois, elle se tient tranquille et laisse les gens voir. » Derek contempla la lumière déclinante. « Je n'ai pas adopté Maya pour faire passer un message, » avoua-t-il. « Mais peut-être que notre histoire peut en être une. » « Une histoire de quoi ?» demanda le docteur Harper. Il sourit doucement. « À quoi ça ressemble quand l'amour apparaît et dure ?» Une semaine plus tard, Derek se retrouva à jeter un coup d'œil derrière le rideau de velours d'un petit auditorium d'Atlanta. Ce n'était ni un événement de presse ni un gala d'entreprise, mais un rassemblement communautaire organisé par le centre de jeunesse local pour célébrer les familles d'accueil et adoptives. La fondation Langston l'avait discrètement sponsorisé, mais Derek n'avait aucune intention de parler, jusqu'à ce que Maya, avec son regard sage et sérieux, lui demande le matin même, « Peux-tu leur dire pourquoi tu m'as choisi ?» Il n'avait pas prévu de le faire. Pourtant, sous les applaudissements et la voix de l'animateur qui l'appelait, il s'avança sans fanfare, sans costume, juste un homme en manches retroussées et en jean, serrant contre lui une feuille pliée qu'il n'avait jamais eu l'intention de lire. « Bonjour », commença-t-il d'une voix ferme mais chaleureuse. « Je ne suis pas ici aujourd'hui en tant qu'homme d'affaires. Je suis ici en tant que père, un père reconnaissant. Il y a quelques années, j'ai fait un choix qui a changé ma vie. J'ai adopté une petite fille, non pas pour faire une déclaration ni pour être le héros de qui que ce soit, mais parce qu'elle m'a montré qu'il me manquait quelque chose dans ma vie, quelque chose dont j'ignorais même avoir besoin. » Un silence s'abattit sur la pièce tandis qu'il continuait, « Je n'étais pas préparé à ce que j'allais devoir grandir, ni à l'introspection profonde que j'allais devoir accomplir. Mais Maya m'a appris que l'amour ne se résume pas à ce qu'on dit. C'est ce qu'on fait quand personne ne regarde. C'est être présent, se montrer présent, écouter quand son cœur est trop fatigué pour parler. Et parfois, c'est tenir la main d'un enfant, même quand on n'est pas sûr d'être assez fort pour porter son passé. » Il marqua une pause, les yeux brillants. « Je ne l'ai pas sauvée, » murmura-t-il. « C'est elle qui m'a sauvé. » Après cela, les gens se sont précipités pour échanger des accolades et des anecdotes. Un homme d'une 60aine d'années a serré la main de Derek et a murmuré, « J'ai élevé 3 fils adoptifs, et je n'ai jamais entendu ça comme ça. Merci. » Ce soir-là, de retour à la maison, Maya l'attendait sur le canapé, une couverture enroulée autour de ses épaules. « Tu leur as dit ?» demanda-t-elle. « Je l'ai fait. » « Étais-tu nerveux ? » ?»« Un peu. »« As-tu pleuré ? » Il rit doucement. « Je le savais. » Ils passèrent le reste de la soirée à dévorer du pop-corn et à regarder de vieux dessins animés. Vers minuit, Maya se redressa. « Puis-je demander quelque chose d'important ? » « Toujours. »« Si jamais quelque chose t'arrivait, devrais-je aller ailleurs ?» Derek se tourna vers elle, le cœur battant la chamade. « Non, » dit-il fermement. « S'il m'arrivait quelque chose, je me suis déjà assuré que tu resterais avec des gens qui t'aiment, qui te connaissent, qui comprennent tout ce que tu as traversé. Tu ne seras plus jamais seule, Maya. Plus jamais. » Elle semblait soulagée, même si une petite ombre persistait dans ses yeux. « Je ne veux plus me sentir invisible. Tu es la personne la plus visible de ma vie, » a-t-il promis. « Je veillerai toujours à ce que tu te sentes vue. » Plus tard dans la semaine, une lettre est arrivée au bureau de la fondation en manuscrite, sans adresse de retour, mais soignée et sincère. « Monsieur Langston, j'ai regardé votre vidéo. Je vous avais déjà jugé, j'avais tort. Mon propre fils est sorti de famille d'accueil,
et parfois j'oublie combien cela a dû être difficile pour lui. Votre histoire m'a rappelé que l'amour s'apprend, et que nous continuons tous à apprendre. Merci. Derek l'a lu 2 fois avant de le ranger dans sa mallette, réalisant que leur histoire touchait des vies tranquillement et profondément, dans les cuisines, les écoles et les salons, pas dans les gros titres ou les salles de réunion. Lors de la séance suivante du docteur Harper, Maya a présenté son dessin, un grand cœur entourant 2 bonhommes allumettes, un grand, un petit. C'est moi et papa, expliqua-t-elle. Et le cœur, c'est notre maison. Le docteur Harper sourit. Le cœur bien rempli. C'est vrai, acquiesça Maya. Mais il y a encore de la place. Pour plus de quoi? Pour les gens, dit Maya. Elle se tourna vers Derek, qui haussa un sourcil. Peut-être pas maintenant, mais un jour, on pourrait aider un autre enfant, non? Il resta assis en silence, la poitrine gonflée d'émotion. Oui, dit-il finalement. Quand nous serons prêts, nous ferons de la place. À cet instant, un non-dit passa entre eux pas seulement à propos de l'adoption, mais aussi de croissance, de guérison et d'héritage. Maya, qui craignait autrefois de parler trop fort, rêvait de donner la parole à quelqu'un d'autre et Derek savait que c'était l'écho d'amour le plus puissant qu'il ait jamais entendu. C'était une chose d'être assis dans une salle remplie d'experts et de décideurs débattant des échecs politiques et institutionnels. Mais Derek se souvint alors des paroles de maman, on pourrait aider un autre enfant, non? Il se leva et dit oui. Le sommet s'est tenu à Washington, D.C., dans une salle de conférence calme nichée au cœur d'un bâtiment historique. Des dizaines de représentants ont occupé les fauteuils élégants, assistants sociaux, thérapeutes, juges, responsables d'associations tous unis par une frustration commune. Une tension lourde et silencieuse s'installa dans la pièce, née d'années d'épuisement professionnel, de passion à l'état brut et de lourdeurs administratives. Derek fut le dernier à prendre la parole. Il tenait une petite photo de Maya aux ses boucles illuminées par le soleil de midi, une craie à la main, tandis qu'elle dessinait des cœurs dans l'allée, la langue tirée par la concentration. Je n'ai pas adopté Maya pour changer le système, commença-t-il d'une voix posée. Mais après avoir vu à quel point cela l'avait presque brisé, j'ai su que je devais parler. Il parla de Janet, des règles cachées que Maya s'imposait, des séances de thérapie exténuantes, des revers douloureux et du retour progressif du rire. Il n'existe pas de tableur pour mesurer le coût du silence, dit-il, mais croyez-moi, il est exorbitant. Les enfants ne survivent pas seulement au traumatisme, ils emportent l'écho comme un écho dans tous les aspects de leur vie. Si nous ne les accueillons pas là où ils sont, avec une véritable empathie, ils deviendront des adultes qui n'auront pas encore appris la peur. Lorsqu'il eut terminé, le silence resta dans la salle, puis, lentement, des applaudissements éclatèrent. Une juge s'approcha de lui en souriant. « Nous avons besoin de plus de voix comme la vôtre dans ce domaine, dit-elle. Pas seulement des données, mais des histoires. » Derek lui sourit en retour. « J'en ai plein d'autres, d'où ça vient. » Plus tard, de retour à la maison, Maya avait préparé une surprise. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, elle se tenait là, serrant contre elle un plateau avec 2 tasses de chocolat chaud et une pancarte faite main sur laquelle était écrit « Bienvenue à la maison, papa héros ». Il rit, la prit dans ses bras et murmura « C'est toi la vraie héroïne ». Elle sourit « Non, on est une équipe ». Ce soir-là, alors qu'il se blottissait pour lire avant de dormir, Maya demanda « Tu crois qu'on vivra toujours dans cette maison ?» Pourquoi demanda Derek. Elle haussa les épaules. Je me demandais juste si on déménagerait un jour, peut-être dans un endroit où plus d'enfants auraient besoin de nous. Il lui caressa les cheveux, le cœur battant. Je pense que partout où on ira, on ramènera notre maison avec nous, car la maison, ce n'est pas un lieu, ce sont les gens qui y vivent. Maya se blottit plus fort. Je veux la porter à quelqu'un d'autre un jour. Tu le feras, murmura-t-il. Tu l'as déjà fait. Dehors, sous le ciel nocturne, le jeune chêne qu'ils avaient planté se balançait doucement au vent enraciné, stable, devenant plus fort de jour en jour, tout comme eux. Près d'1 an s'était écoulé depuis que Maya avait franchi les portes de la maison de Derek Langston, seul avec un sac à dos et un regard méfiant. Désormais, les murs résonnaient de rires, de secrets murmurés et du rythme inimitable de l'appartenance. Mais avec la croissance naissaient de nouveaux chapitres, et ce matin-là, Maya découvrit une lettre dans la boîte aux lettres. Pendant une semaine, elle avait vérifié chaque jour, espérant trouver un mot de sa correspondante du Nouveau-Mexique. Au lieu de cela, parmi les factures habituelles, elle trouva une enveloppe couleur crème timbrée. Curieuse,
elle la glissa sur la table du petit déjeuner à Derek. Il l'ouvrit lentement, parcourut les lignes dactylographiées, puis marqua une pause. « C'est de la part du service de protection de l'enfance de l'État, dit-il, les yeux brillants. « On a des ennuis ?» demanda Maya, la voix inquiète. Derek rit doucement. « Pas du tout. Ce n'était pas un avertissement, mais une invitation, témoigner devant le Sénat pour plaider en faveur d'un contrôle renforcé des familles d'accueil privé. Il pense que notre témoignage pourrait faire la différence, dit-il. » Il regarda Maya. « Ils veulent qu'on parle tous les deux. » Maya cligna des yeux. « Moi. Seulement si tu veux, » la rassura-t-il. « Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit avant d'être prête. Mais je crois qu'on t'écoutera. » Maya resta silencieuse un moment, puis, d'une voix douce mais assurée, dit « D'accord. » 2 semaines plus tard, ils étaient assis côte à côte dans les salles décorées de la capitale de l'État. Derek portait son blazer bleu marine, Maya, une robe à fleurs jaunes, portait sa peluche lion pour la soutenir. Des caméras étaient alignées au fond de la salle, et chaque siège était occupé par des législateurs et des journalistes. Derek commença, racontant l'arrivée de Maya dans sa vie, comment le système n'avait pas perçu sa douleur, et comment l'amour, la constance et le soutien professionnel l'avaient aidé à commencer à guérir. Puis, une main douce sur l'épaule de Derek, Maya se pencha en avant. « Je m'appelle Maya, » dit-elle d'une voix tremblante mais claire. « Avant, je pensais devoir me taire pour être en sécurité, mais maintenant je sais que j'ai le droit de parler. Et quand on écoute, les choses peuvent changer. » Un sénateur s'est penché vers elle. « Merci, Maya. C'était incroyablement courageux. » Ensuite, les couloirs se sont remplis d'assistantes sociales remerciant et de journalistes demandant des interviews. Mais tout ce que Maya voulait, c'était une glace. Au bar du coin, des cuillerées de chocolat fondaient en sourires chaleureux. « Tu crois qu'ils nous ont entendus ?» demanda-t-elle entre 2 bouchées. Derek hocha la tête. « Je pense qu'ils se souviendront de chaque mot que tu as dit. » De retour à la maison, la vie reprit doucement son rythme. École, thérapie, histoire du soir, mais quelque chose en Maya avait changé. Elle marchait un peu plus droite, corrigeait les erreurs de prononciation de son nom et accueillait ses nouveaux camarades avec une confiance tranquille. Un soir, le docteur Harper les rejoignit pour dîner. Devant un poulet rôti et une purée de pommes de terre, Maya surprit tout le monde. « Je crois que je veux écrire un livre. » Le docteur Harper sourit. « Quel genre de livre ? » Sur la façon dont j'ai réappris à parler fort, non pas en criant, mais en parlant fort, dit Maya, les yeux brillants. Le genre de livre qui fait que les gens vous regardent, et non à travers vous. C'est un livre que j'achèterai, dit Derek en posant sa fourchette. Et tu dois le faire, tu y figureras. Ils rirent ensemble, et l'idée fit son chemin. Au cours des semaines suivantes, père et fille rédigèrent les premiers chapitres, des instantanés des règles de silence, du bracelet de perles, de la peluche lion, de l'arbre qu'ils avaient planté. Maya dictait des passages tandis que Derek tapait à la machine, puis elle remplissait des cahiers dans sa chambre. À la mi-août, un livre pour enfants à petit tirage intitulé La voix de Maya émergeait, distribué par les réseaux de familles d'accueil et les bibliothèques. Des illustrations douces et colorées accompagnaient les mots simples et puissants de Maya, même les petites voix font écho, et parfois ces échos construisent des ponts. La première fois qu'elle a vu son histoire imprimée, Maya a serré le livre contre sa poitrine et a murmuré « Je suis réel maintenant ». Derek l'a serré dans ses bras, d'une fierté indescriptible. « Tu as toujours été vrai, Maya, maintenant le monde le voit enfin aussi. » Et ils l'ont compris, non pas grâce à des gros titres clinquants ou à une célébrité fabriquée, mais grâce à une petite fille courageuse et à l'homme qui a choisi de marcher à ses côtés. Ensemble, ils ont transformé leur douleur en bulbe et leur voyage ne faisait que commencer. L'automne arriva doucement, peignant les arbres de nuances d'ambre et d'or. L'air devint vif, les soirées arrivèrent plus tôt et de longues ombres s'étendirent sur la maison Langston. Pourtant, à l'intérieur, la chaleur et les rires s'épanouissaient plus vivement que jamais. Maya venait de rentrer en CM2 et, chaque après-midi, elle franchissait la porte, débordante d'histoire, une expérience scientifique qui avait échoué de manière spectaculaire, une nouvelle amie qui adorait la même bande dessinée, ou un professeur remplaçant à l'accent bostonien prononcé qui la faisait rire. Dererick écoutait chaque histoire avec l'attention profonde d'un homme qui comprenait que ces petits moments, apparemment ordinaires, étaient en réalité les plus précieux. Un soir, après avoir terminé le dîner et débarrassé la dernière vaisselle ensemble, Maya leva les yeux, une étincelle familière dans les yeux. « On pourrait faire Thanksgiving différemment cette année ?» demanda-t-elle. « Comment ça ?»
répondit-il en rinçant la dernière assiette. Je veux inviter des gens qui n'ont nulle part où aller, dit-elle d'une voix douce mais assurée. Des enfants qui attendent un foyer, des familles qui débutent comme nous. Doric marqua une pause, le cœur gonflé de fierté. C'est une belle idée, dit-il. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti l'année dernière. Maya hocha la tête. Ce sentiment que peut-être tout ira bien. Il s'agenouilla près d'elle et la serra dans ses bras. Alors faisons en sorte que ça arrive. La nouvelle s'est rapidement répandue dans les réseaux locaux de familles d'accueil et les refuges communautaires. Doric a insisté pour qu'il n'y ait ni bannière ni logo, juste de longues tables sous des tentes, des chauffages pour chasser le froid et suffisamment de nourriture pour rappeler à chacun qu'il comptait. Le jour de Thanksgiving, ils ont ouvert grand leur maison et leur cœur. Les bénévoles arrivaient à l'aube pour rôtir les dindes et préparer les accompagnements. Maya gardait le portail d'entrée avec un presse-papier, saluant chaque invité d'un sourire radieux et d'un autocollant sur lequel était écrit « Votre famille aujourd'hui ». En milieu d'après-midi, la cour résonnait du cliquetis des ustensiles, des éclats de rire et du doux murmure des histoires partagées. Les enfants se précipitaient entre le chêne qu'elle et Doric avaient planté des mois auparavant, certains adultes restaient assis tranquillement, les larmes aux yeux, savourant une gentillesse qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des années. Doric se frayait un chemin à travers la foule, offrant des resservis, échangeant des sourires chaleureux, sans jamais perdre de vue Maya. Elle volait de table en table, telle une hôtesse 2 fois plus âgée qu'elle, s'assurant que chacun avait ce dont il avait besoin. À un moment donné, une femme d'un certain âge, coiffée d'un foulard rouge, s'approcha de lui. « Vous ne me connaissez pas, dit-elle doucement, mais mon petit-fils est en famille d'accueil. Je me bats pour en avoir la garde, et je n'étais pas sûr de venir aujourd'hui. » Sa voix tremblait. « Puis j'ai vu votre fille, Maya, et elle me l'a rappelé. Mêmes yeux brillants, même cœur courageux. Merci de me rappeler qu'il existe encore des gens bien. » Doric posa la main sur son cœur. « Merci de me l'avoir dit, dit-il. » Alors que le soleil baissait, Maya grimpa sur une scène improvisée en bois, aménagée pour la musique et les annonces. Serrant son lion en peluche sous un bras, elle tapota nerveusement le micro. « Salut », commença-t-elle d'une voix douce. « Je m'appelle Maya. » Le silence se fit. « Avant, je pensais que Thanksgiving se résumait à de la nourriture, des tartes et des conversations polies, dit-elle, provoquant un petit rire. Mais cette année, c'est différent. On dirait que Thanksgiving est censé être ça, une grande famille. Même si nous ne sommes pas tous de la même famille, même si nous venons juste de nous rencontrer. » Elle prit une inspiration. « Si tu es là aujourd'hui, c'est que quelqu'un te voit, que quelqu'un t'a voulu et je suis si heureuse que tu sois venu. » De légers applaudissements se transformèrent en un tonnerre de joie. Les joues de Maya s'empourprèrent lorsque Doric se leva pour la serrer dans ses bras. « Tu viens de changer la journée de quelqu'un, » murmura-t-il. « Je l'espère, » répondit-elle, les yeux brillants. Plus tard dans la soirée, une fois le dernier invité rentré et les tables débarrassées, Doric et Maya se tenaient sous leur chêne, emmitouflés dans des couvertures douillettes. Les feuilles bruissaient doucement au-dessus de leur tête. « On peut faire ça tous les ans, demanda-t-elle. « On peut, dit-il en la serrant contre lui. Aussi longtemps que tu veux. Je veux me souvenir, dit-elle en levant les yeux. Pas seulement de ce qui m'est arrivé, mais de ce qui est arrivé après. Tu le feras, promit-il. Parce que tu ne fais plus que survivre, Maya, tu diriges. Elle posa sa tête sur son bras. Tu crois que le sapin sera plus grand l'année prochaine? Plus grand que nous deux, je parie. Ils restèrent là, confortablement silencieux, à regarder les premières étoiles apparaître. À l'intérieur de la maison, sur le comptoir de la cuisine, un exemplaire encadré de la voix de Maya au son livre désormais utilisé dans les salles de classe de 3 étages brillait à la douce lumière de la lampe. À côté, un post-it qu'elle avait écrit disait « Nous étions 2. Maintenant, nous sommes plus. » Doric souriait à chaque fois qu'il le voyait. Car au final, leur vérité brillait plus fort que tous les mots, une fille qui avait trouvé sa voie, un homme qui avait trouvé sa voie, et un amour qui rayonnait au-delà des apparences, prouvant à tous que la guérison est possible et que parfois, la famille qu'on choisit est celle qui nous sauve.